Bonjour à tous et bienvenue pour cette analyse de Fiserv que je vous avais un petit peu teasé la semaine dernière dans la vidéo qui est sortie vendredi dernier, tout simplement puisque c'est une société qui s'est faite massacrer en bourse. J'ai rarement vu une décote comme ça, c'est vraiment impressionnant. Si on regarde sa décote, donc son cours de bourse sur les 5 dernières années, vous pouvez voir que depuis ses plus hauts à 237 $ jusqu'à ses plus bas à 60 $, on a eu une décote d'à peu près 74%, ce qui est absolument énorme. Et on a des ratios de valorisation qui sont ridicules, puisque aujourd'hui, on a un PE ratio de 9 et un price to free cash flow de 6. Donc, a priori, Fiserv est soit la meilleure opportunité du moment, soit un value trap. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est un value trap, c'est un piège de valeur. Donc, c'est une société qui a l'air décotée à tort, mais qui, en fait, est décotée à raison, tout simplement, puisqu'il y a un problème fondamental sur le business. Donc, c'est exactement ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Pour ça, je vais vous partager ma thèse d'investissement, mon analyse que j'ai publiée sur l'application Bagger, qui s'appelle donc Heureusement qu'elle n'est pas chère, et on va aller faire un peu un tour dessus, et je vais essayer de vous exposer tous les points importants concernant Fiserv assez rapidement. On va essayer de faire en sorte que la vidéo ne dure pas 45 minutes, et également donc pour ceux qui sont intéressés, vous pourrez aller la lire, vous aurez 100% des informations qui sont présentes. Pour ça, vous avez le lien pour l'application Bagger en description, et vous avez 14 jours d'essai gratuit, donc vous pouvez tout à fait aller la lire. Donc Fiserv, c'est bien évidemment une société qui m'intéresse pour sa valorisation, et vous avez d'ailleurs été nombreux à m'en parler dans les commentaires, et dans la dernière vidéo j'avais dit que peut-être que je mettrais une cartouche sur Fiserv. Après tout, pourquoi pas, c'est vraiment une société qui est très peu chère aujourd'hui, donc ça pourrait valoir le coup comme ça sur le papier. Mais premier problème qu'on peut constater, c'est que personnellement je pense que je n'aurais jamais regardé cette entreprise si ce n'était pas justement lié à sa valorisation, et si ce n'était pas parce qu'elle était décotée en bourse. Et personnellement, ce n'est pas dans ma philosophie d'investissement de raisonner comme ça. C'est peut-être déjà là le premier problème, mais on va garder ça pour la fin. Donc déjà, on va passer rapidement sur son histoire. Elle a été fondée en 1984 et elle a fait énormément d'acquisitions depuis ses débuts. On peut citer Citicorp Information Resources, Nation Technology, Check Free Corporation. On peut citer également First Data. Donc d'ailleurs, First Data, on va revenir dessus tout simplement puisque ça a eu lieu en 2019 et c'est l'acquisition majeure qu'a fait Fiserv récemment. Donc si on va voir les chiffres, c'est un point vraiment crucial quand on analyse Fiserv, c'est que en fait cette acquisition a absolument chamboulé tout le business model, puisque si on regarde donc les revenus ont doublé suite à l'acquisition, passant d'à peu près 5 milliards à 10 milliards. Les dettes ont explosé, passant de 5 à 21 milliards de dollars. Les retours sur capitaux se sont effondrés, les marges se sont améliorées, la société a dilué ses actionnaires également, et on a maintenant un ratio dette sur EBITDA de 3,34 et un ratio goodwill sur asset de 47%, donc c'est colossal. Et pour vous donner un ordre de grandeur, l'acquisition, ils l'ont fait à 22 milliards de dollars, et ça représente à peu près les 2/3 de la capitalisation actuelle qui est de 34 milliards de dollars. Donc c'est vraiment une acquisition massive, une acquisition énorme qui a fait Fiserv en 2019, et ça lui a permis d'acquérir un tout nouveau segment, donc le segment Merchant Solutions, sur lequel on va revenir juste après. Donc ensuite, elle a continué les acquisitions, elle a également entre-temps changé plusieurs fois de cotation, puisque historiquement elle était cotée au Nasdaq sous le ticker FISV, ensuite elle s'est fait coter au NYSE sous le ticker FI, puis elle est revenue au Nasdaq sous le ticker FISV. Donc voilà, c'est un peu compliqué pour la trouver. Donc si vous la cherchez en tout cas sous le ticker FI, vous n'allez plus la trouver. Il faut vraiment taper le nouveau ticker, en tout cas le nouveau ancien ticker FISV. Et également en 2025 a eu lieu un changement de PDG, puisqu'on avait Frank Bisignano à la tête de la société avant, et maintenant il a été remplacé donc par Mike Lyons, et d'ailleurs c'est un des points très importants de l'analyse de Fiserv. Donc au niveau du business model de la société, on a deux segments principaux. On a le segment historique Financial Solutions et le nouveau segment Merchant Solutions, qui donc a été acquis avec l'acquisition de First Data Corp. Donc Merchant Solutions, ce sont des solutions de paiement pour les commerçants. Donc en gros, c'est des TPE. Donc c'est vraiment le petit boîtier sur lequel vous mettez votre carte pour faire le sans contact quand vous payez par carte bancaire. Donc ils proposent les TPE sous la marque notamment Clover, et ils proposent également des logiciels de gestion de points de vente, donc des logiciels POS, Point of Sales, pour les PME. Donc sur le papier, c'est un business model assez séduisant puisqu'ils fournissent le terminal, le logiciel, et ils encaissent des frais de transaction. Mais il y a deux problèmes majeurs. Déjà, c'est que la croissance organique ralentit dangereusement sur ce segment puisqu'elle est tombée à 5% seulement au troisième trimestre 2025, loin des deux chiffres auxquels ils nous ont habitués par le passé. Et en plus de ça, c'est une activité sur laquelle il y a énormément de concurrence et peu d'avantages compétitifs. Donc ça, c'est vraiment un gros point noir selon moi. On va revenir dessus tout au long de l'analyse. Ensuite, le deuxième pilier, donc c'est Financial Solutions. Donc ça,
ça c'est le segment historique de Fiserv, donc ils appellent Core Banking, qui correspond en fait à des solutions logicielles pour les banques qui vont leur servir à gérer leurs process au quotidien, leurs process de paiement, leurs process de crédit, etc. Et ce sont des solutions logicielles sur lesquelles il y a forcément un énorme coût de changement, puisqu'on a un taux de rétention de 99%, et forcément une banque, vous savez, c'est pas le type de société qui va être le plus agile au monde, ce ne sont pas des startups, donc une fois qu'elles sont habituées à certains process, une fois qu'elles ont une solution qu'elles utilisent, eh bien elles ne changent pas du jour au lendemain pour aller chez un concurrent. Donc Fiserv a un avantage compétitif qui est très fort sur ce segment Financial Solutions, mais le problème c'est que c'est un segment sur lequel il n'y a plus de croissance, puisque la croissance organique y est nulle, voire négative, puisqu'on a eu moins 3% au troisième trimestre 2025. Et d'ailleurs, si on regarde donc la croissance des revenus par le passé, si on se met sur les 10 dernières années et qu'on se décale juste entre 2010, 2009, 2010, ici 2009, 2019, donc avant l'acquisition de First Data Corp, on voit qu'on a un CAGR de seulement 4% par an, donc en fait une croissance des revenus extrêmement faible, et ça c'était que le segment Core Banking du coup, puisque le segment Merchant Solutions n'existait pas encore. Mais si on se met ensuite depuis 2019 directement ici, on peut voir que le CAGR est de 15% par an, donc réellement c'est le segment Merchant Solutions qui a tiré la croissance ces dernières années, sinon on aurait probablement eu des revenus en quasi-stagnation, comme ça a été le cas sur la décennie grosso modo entre 2008 et 2018, où les revenus ont à peine progressé de 500 millions de 1 milliard, allez, puisqu'ils sont passés de 4,6 à 5,8 milliards à peu près, donc qui n'est pas une augmentation phénoménale pour une décennie. Donc ça c'est le deuxième problème. Premier problème, c'est donc qu'on a un nouveau segment Merchant Solutions sur lequel il n'y a pas d'avantage compétitif, et le deuxième problème, c'est qu'on a un segment historique sur lequel on a un avantage compétitif, mais qui n'a pas de croissance. Ensuite, on a le problème du reset, ou en tout cas plutôt le pari du reset, puisque en fait jusqu'à récemment, on avait donc l'ancien PDG, Frank Bisignano, qui a été accusé d'avoir privilégié la croissance à court terme en sous-investissant, donc une stratégie donc intenable à long terme, et le nouveau PDG, Michael Lyons, a sifflé la fin de la récré en octobre 2025, c'est ça qui a fait chuter le cours de bourse de la société, c'est ça qui a massacré les résultats de la société, c'est qu'ils ont annoncé que la croissance passée a été entre guillemets pipée, puisque la société a privilégié l'augmentation des marges et a essayé de traire au maximum son segment Merchant Solutions pour tirer de la croissance au détriment des investissements qu'ils auraient pu faire pour améliorer les solutions, pour augmenter leur avantage compétitif. Du coup, ils se retrouvent avec des plateformes vieillissantes qui sont à la traîne par rapport aux concurrents, et l'impact est immédiat et brutal sur les marges, puisqu'elles ont chuté de 320 points de base au troisième trimestre 2025 pour tomber à 37% de marge opérationnelle, et la direction prévoit d'ailleurs une contraction des marges d'environ 200 points de base pour l'année 2025, ce qui est quand même significatif. Et il prévoit également une croissance beaucoup plus faible sur les prochaines années, à peu près aux alentours des 3-4%, mais on va revenir dessus à la fin. Au niveau des clients, on a deux types de clients principaux, on a les commerçants et les institutions financières. Donc commerçants, on retrouve des PME, on retrouve des grandes entreprises. Globalement ici c'est plutôt diversifié. On est assez sensible au taux de mortalité des PME et à la conjoncture économique, mais c'est quand même relativement solide. Et pour les institutions financières, ici le cœur de cible, ce sont les banques américaines de petite et moyenne taille, donc avec des clients qui sont captifs, avec un fort taux de rétention, plus de 99%. Mais le problème c'est que ces clients, en tout cas le segment, est en décroissance, puisque en fait c'est une industrie mature qui lutte pour sa croissance, et c'est un marché qui tend à se consolider. Et les banques tendent à fusionner entre elles, à se racheter, et forcément une banque qui en rachète une autre, eh bien c'est un client de moins pour Fiserv. Donc ce n'est pas un marché d'avenir, c'est un marché en décroissance, et en plus de ça, il y a de plus en plus d'acteurs qui émergent sur ce marché, d'acteurs notamment de fintech, que ce soit non coté ou pas, mais de fintech beaucoup plus agiles, même beaucoup de startups qui émergent sur les core banking et sur ce qu'on appelle les BaaS, donc les Bank as a Service. Donc on a vraiment un gros problème ici où Fiserv est un acteur historique positionné sur un marché en déclin. Au niveau des concurrents directs, on en a deux principaux. On a une sorte de triopole avec Fidelity National Information Services et Global Payments, qui ont tous fait des acquisitions d'ailleurs dans le segment Merchant Solutions, puisque Fiserv a acheté First Data, FIS a acheté WorldPay et Global Payments a acheté T6. Donc trois entités qui sont sur le même terrain. Si on regarde ici le payment ecosystem, vous pouvez voir donc First Data est ici, WorldPay est ici et T6 est là. On peut noter également la solution Card Connect de Fiserv qui est dans le segment Gateways, mais vous pouvez voir rien qu'à cette image que c'est un marché extrêmement compétitif. Rien que sur le segment Merchant Solutions, donc le segment Merchant Acquiring, on a par exemple Adyen, Bank of America, Chase Payment, on a également Barclays, on a Wells Fargo, Worldline, bref c'est vraiment un marché hyper compétitif, hyper saturé avec des acteurs de niche, mais
mais également les banques elles-mêmes qui proposent elles-mêmes leurs propres solutions de paiement forcément à leurs clients. Et d'ailleurs, on a une réelle médiocrité partagée sur ce marché puisque tous les acteurs sont notés narrow moat par Morningstar, donc ça veut dire avec un petit avantage compétitif. Aucun d'eux ne possède un avantage compétitif insurmontable sur le très long terme, sauf un, c'est un peu considéré comme l'aristocrate de la banque, c'est Jack Henry & Associates que vous connaissez peut-être, notamment si vous êtes un investisseur dividende qui suivait les dividendes aristocrates. C'est une entreprise très connue puisqu'elle verse son dividende depuis très longtemps. C'est une société très stable, très prévisible et pour le coup avec un wide moat, donc qui est noté comme ayant un avantage compétitif beaucoup plus grand de la part de Morningstar et qui est beaucoup mieux protégée puisqu'elle est vraiment un acteur spécialisé sur les petites et moyennes banques avec beaucoup d'efficacité et sur un segment un petit peu plus premium que ce que peuvent proposer Fiserv, FIS ou Global Payments. Ensuite, on a tout ce qu'on peut mettre dans la catégorie des disrupteurs, donc avec toutes les solutions modernes de Merchant Solutions comme Square avec Block, on a également SumUp, on a Cashpad, toutes les entreprises technologiques spécialisées dans les TPE, dans les solutions de gestion des point of sales, qui sont des nouveaux acteurs émergents, qui sont beaucoup plus agiles, beaucoup plus innovants et qui sont de réelles menaces à long terme pour tous ces acteurs historiques et un peu mous comme Fiserv par exemple. Également un point très important, vous voyez ici je vous ai mis un écosystème, en tout cas un schéma de l'écosystème du core banking and BaaS, donc Bank as a Service. On peut voir qu'il y a énormément d'acteurs différents, donc de nouveaux acteurs, de nouvelles fintech qui émergent un peu partout dans le monde. Et le problème principal avec ce schéma, c'est qu'on n'a aucune solution de Fiserv qui est mentionnée, puisque Fiserv en fait n'innove pas. Ils sont considérés plutôt comme l'acteur historique qu'il faut remplacer avec des solutions vieillissantes et non comme une solution d'avenir. Et ils ne sont pas du tout sur cette carte. Ils sont sur la carte ici du payment ecosystem, donc avec First Data et avec Card Connect. Ensuite, au niveau des marchés dans lesquels évolue donc Fiserv, on a le marché donc Merchant Acquiring qui correspond au segment Merchant Solutions. C'est un marché extrêmement fragmenté mais qui est grand avec une taille de marché entre 25 et 28 milliards de dollars et il a une dynamique plutôt positive avec un CAGR estimé entre 8 et 14% sur les prochaines années, comme vous pouvez le voir ici par exemple sur ce graphique que je vous ai mis qui estime un CAGR de 10% entre 2026 et 2029. Le gros problème par contre c'est que Fiserv croît moins vite que son marché, à peine 5% au troisième trimestre 2025. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils perdent des parts de marché tout simplement par rapport à des concurrents beaucoup plus dynamiques comme par exemple Square qui commence vraiment à s'imposer comme une solution de référence pour les TPE et on a quand même l'exception Clover qui reste avec une croissance organique relativement élevée, à peu près 30%, mais le reste de l'activité historique de Fiserv sous-performe la croissance naturelle de son propre marché, donc ils perdent des parts de marché. Et ensuite on a le marché du core banking, donc là c'est un marché beaucoup plus petit estimé entre 14 et 20 milliards de dollars et avec un CAGR un peu plus modéré estimé entre 8 à 10% sur les prochaines années, donc entre 2026 et 2030. Fiserv est d'ailleurs toujours un poids lourd sur ce segment du core banking, ils sont toujours en position dominante avec notamment Jack Henry et FIS, mais ils perdent des parts de marché, pareil, puisqu'ils sont largement en dessous de la croissance du marché avec moins 3% au troisième trimestre 2025. Donc ce qui signifie concrètement que les banques dépensent de plus en plus en technologie pour améliorer leurs infrastructures, mais elles ne dépensent pas chez Fiserv, elles dépensent chez des solutions cloud beaucoup plus modernes ou des fintechs beaucoup plus agiles comme Thought Machine, Membu, nCino, Plaid, Stripe ou encore Adyen aux Pays-Bas. Donc des solutions qui sont des pure players, qui sont beaucoup plus innovants et qui sont des sociétés surtout beaucoup plus modernes que ne peuvent l'être Fiserv. Au niveau des managers, on a Michael Lyons qui est CEO, Paul Todd qui est CFO, on va pas revenir dessus plus en détail. On a Takis Georgiakopoulos qui est coprésident avec Divya Suryedevara qui était d'ailleurs CFO de Stripe, donc elle a un passé qui est relativement intéressant et qui peut peut-être amener un vent de fraîcheur chez Fiserv. Au niveau de l'actionnariat, sans surprise, on a très peu d'insiders, moins de 1% au capital, puisqu'on a majoritairement des institutionnels. Le management possède très peu d'actions. On a Doyle R. Simons qui est chairman of the board. D'ailleurs, lui, on se demande ce qu'il fait là, puisqu'il a été PDG de Weyerhaeuser, donc qui est dans le bois et les forêts, de Temple Inland dans l'emballage, mais aussi d'Iron Mountain dans le stockage et d'Union Pacific. Union Pacific que vous connaissez peut-être, qui est l'une des principales ferroviaires d'Amérique du Nord, donc d'entreprises ferroviaires de fret d'Amérique du Nord. Donc on se demande ce que fait un expert de la forêt à la tête d'une société de paiement numérique, mais bon. Ensuite, on a Michael Lyons qui est directeur, donc lui c'est le niveau CEO, et on a Enrique De Castro qui est également directeur, donc lui c'était
l'ancien COO de Yahoo et ancien président partner business chez Google, et il est également au siège de Banco Santander, donc un membre assez intéressant. Vous pouvez voir d'ailleurs au capital, on a majoritairement des institutionnels, on n'a vraiment pas de ligne très intéressante. Au niveau de l'avantage compétitif, on en a plusieurs. Déjà, le premier, ce sont les coûts de changement élevés sur le segment Financial Solutions et Core Banking, puisque forcément c'est le système nerveux d'une banque. Le remplacer est extrêmement coûteux, extrêmement risqué, extrêmement long. On a un taux de rétention de 99%. Donc sur ce segment spécifique, on a un wide moat, on a un fort avantage compétitif. Le problème, encore une fois, c'est que sur ce segment, il n'y a aucune croissance. Ensuite, on a l'avantage de coût et d'échelle. Donc ça, c'est sur Merchant Solutions, puisque c'est un marché, c'est une industrie de coûts fixes, le marché des solutions de paiement. Plus vous traitez de transactions, plus votre coût unitaire baisse. Donc Fiserv est l'un des 3 leaders mondiaux en volume. Donc forcément, c'est un avantage compétitif considérable. Mais malheureusement, je pense que l'avantage compétitif est extrêmement faible sur ce segment, puisqu'on a un marché qui est commoditisé. Donc ça veut dire qu'il y a très peu d'avantages compétitifs. C'est extrêmement fragmenté entre beaucoup d'acteurs différents. Donc c'est extrêmement difficile de tirer son épingle du jeu et de se démarquer de la concurrence, surtout face à des acteurs beaucoup plus petits, beaucoup plus agiles et beaucoup plus récents. Ensuite, on a un écosystème intégré, puisque Fiserv tente de transformer son avantage d'échelle en avantage de réseau via l'intégration verticale. Il possède notamment le One Fiserv qui essaie de créer des synergies en distribuant Clover via son réseau de banques partenaires. Donc ça, c'est quand même un point positif qui peut ancrer ces solutions chez les clients donc de ces banques partenaires. On a également la pénétration des services, donc les Value Added Services. Si vous suivez Visa et Mastercard, vous connaissez ce nom. Donc ici, ce sont en fait des services que va vendre Fiserv en plus de la gestion des paiements. Donc par exemple, la gestion de personnel, des programmes de fidélité, etc. qui augmentent également le coût de changement. Et en fait, si on résume l'avantage compétitif, donc c'est une fusion entre une activité bancaire ultra défensive mais à faible croissance qui a un fort avantage compétitif, donc un wide moat, et une activité de paiement censée être en croissance mais qui est ultra concurrentielle avec un narrow moat, voire pas de moat du tout. Et le problème en fait, c'est qu'il n'y a pas non plus de croissance quasiment, en tout cas aujourd'hui il n'y a quasiment plus de croissance sur ce segment Merchant Solutions non plus. Donc la qualité globale du moat pour moi s'est affaiblie avec le temps, puisque l'exposition croissante au paiement via la fusion avec First Data a rendu l'ensemble beaucoup plus sensible à la concurrence et au cycle économique, tout en étant un gouffre financier, puisque Fiserv doit constamment dépenser de l'argent pour rester au sommet, pour innover, que ce soit via des acquisitions ou via l'innovation, alors que sur le segment Core Banking, elle était beaucoup plus pépère, elle était beaucoup plus isolée, avec beaucoup moins d'acteurs, et elle aurait pu se contenter d'innover et d'évoluer dans ce segment, au lieu d'aller sur un marché complètement différent, qui potentiellement dilue son avantage compétitif, dilue ses efforts, et lui fait dépenser des sommes d'argent considérable. Au niveau des risques, premier point, on a le risque de reset stratégique, donc le fameux changement de cap du nouveau management, puisque la nouvelle direction a admis avoir sous-investi par le passé pour gonfler les profits à court terme. Pour corriger le tir, donc Fiserv doit dépenser massivement, ce qui réduit sa rentabilité. La sanction est déjà visible, que ce soit dans le cours de bourse ou dans les marges, et le risque, c'est que ce reset ne soit pas transitoire mais structurel, puisque si Fiserv doit augmenter ses dépenses et ses charges d'exploitation de façon permanente, juste pour rester compétitif face à des acteurs comme Adyen ou Stripe, eh bien les marges vont s'éroder, les profits vont s'éroder et l'entreprise ne va jamais retrouver sa rentabilité qu'elle a eue par le passé. Ensuite, on a l'obsolescence également du segment Financial Solutions, donc du segment Core Banking, qui est censé être un pilier stable mais qui est en décroissance. Donc ça, c'est vraiment un risque majeur. Si ce segment décroît, il n'y a plus aucun avantage compétitif qui protège la croissance future de la société. On a également la normalisation de la croissance merchant et l'illusion argentine, puisque il faut noter qu'en fait une grande partie de la croissance historique provient de la croissance externe et non pas de la croissance organique, donc de la croissance via des acquisitions, et également des effets inflationnistes, puisque les revenus ont été dopés notamment par l'exposition au pesos argentin qui a été extrêmement inflationniste sur ces dernières années et qui a boosté les ventes artificiellement de Fiserv. Donc forcément c'est encore un énorme point noir, puisque en fait le marché merchant, comme je vous l'ai dit, selon moi est en voie de commoditisation, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas d'avantage compétitif dessus, et si en plus on a une croissance qui ralentit, eh bien on a une double peine pour Fiserv, c'est-à-dire aucun avantage compétitif et en plus aucune croissance. Et ensuite un risque énorme, c'est mine de rien la détérioration du bilan, puisque une entreprise endettée, c'est une entreprise qui a beaucoup plus de risques de faire faillite. Ici on a un ratio dette sur EBITDA qui est supérieur à 3,3, ça reste gérable mais ça commence à être très élevé. On a un goodwill qui est énorme avec un ratio goodwill sur asset de plus de 47%. On a une couverture des intérêts très
très faible avec seulement 4,1 de ratio d'interest coverage. Donc pour moi, on a un bilan qui est mauvais, une dette élevée et des nouvelles émissions obligataires qui coûtent près de 4,9% en taux d'intérêt. Donc Fiserv réduit grandement sa marge de manœuvre ici. Si on fait un point rapide sur la valorisation, j'ai fait 3 scénarios principaux. Le premier, donc, c'est le scénario qu'on va appeler bear case. Donc c'est un scénario dans lequel vous retrouverez toutes mes hypothèses de croissance qui sont dans la partie quelle est sa valeur intrinsèque, donc le bear case, le neutral case et le bull case. Donc dans le bear case, on a 1% de croissance des free cash flow sur les 5 prochaines années avec un multiple final de 9. Auquel cas, on a un prix juste qui serait environ de 58$, soit inférieur au prix actuel, mais pas énormément. Donc en fait, on voit que la société est vraiment décotée puisque même si elle fait 1% de croissance par an sur les 5 prochaines années, on arrive à une valorisation qui est à peu près correcte aujourd'hui avec une marge de sécurité négative de seulement moins 12%. Ensuite, on a le neutral case. Donc lui, il prend 5% de croissance des free cash flow et 12 de multiples finales. Et là, on arrive à un prix juste de 95$ avec une décote donc de 30% sur le prix actuel. Donc une belle marge de sécurité et 20% de rendement estimé par an au prix actuel. Donc si on investit aujourd'hui, on aurait un rendement de 20% par an, ce qui paraît être une hypothèse d'investissement extrêmement intéressante. Et ensuite, le bull case. Donc là, ça veut dire 10% de croissance des free cash flow sur les 5 prochaines années et un multiple, donc un price to free cash flow qui revient à sa médiane historique, soit 23. Et là, ça nous donne un prix juste de 230$ avec une marge de sécurité de 71%. Donc on a une hypothèse bull qui est extrêmement optimiste, mais en même temps pas tant que ça, parce que 10% de croissance, c'est pas non plus énorme, même si ça paraît compliqué au vu du profil actuel de Fiserv. Et donc 23 de multiple final, c'est tout simplement la médiane historique. Donc ça sous-entend que Fiserv reviendrait à sa médiane historique sur les 10 dernières années, qui était donc de 23. Et elle pourrait même peut-être aller au-dessus si jamais la qualité de la société s'améliore et que le management arrive effectivement à redresser la société. Personnellement, je pense que l'hypothèse la plus raisonnable, c'est de partir sur un neutral case, donc c'est-à-dire un cas où la croissance diminue, elle est même divisée par 2 par rapport à la croissance historique, même divisée par 3. Donc ça part sur le principe que les marges diminuent, que les capex augmentent et que les free cash flow ont de la peine à croître, donc à peu près à 5% par an sur les 5 prochaines années, et que la valorisation ne retrouve pas les niveaux historiques, mais retrouve des niveaux un peu plus raisonnables qu'actuellement. Donc actuellement, on est à 6 de price to free cash flow, donc ça veut dire que la valorisation doublerait entre aujourd'hui et 5 ans, ce qui paraît raisonnable. Donc moi, le neutral case, c'est une hypothèse que j'estime conservatrice, donc 95$, c'est un prix juste qui me paraît conservateur, donc la société est bel et bien ultra décotée aujourd'hui, et elle apparaît comme offrant un rendement très intéressant. Le problème, et ça va être la conclusion de cette vidéo, et ça va être surtout ma thèse, c'est que on a un score quantitatif qui est un peu pourri en fait, puisqu'on a un score de 38%, on a un score qualitatif qui est très moyen de 50%, on n'a pas d'incertitude par contre sur la société. Donc si vous voulez savoir comment je calcule ces scores, tout est expliqué dans la thèse. Vous avez les questions qui répondent à ma checklist et vous avez également tous les critères que je note pour le score quantitatif. Au niveau du prix juste, on est à 95$ comme on l'a dit, donc avec une marge de sécurité d'à peu près 31%, donc qui est vraiment colossal. Et le cas de Fiserv, selon moi, est un cas typique de bottom fishing, donc une entreprise qui a été mal gérée, qui a fait une acquisition extrêmement coûteuse pour pénétrer un marché sans avantage compétitif et qui est surtout ultra concurrentiel. Je pense que Fiserv par contre n'est pas une entreprise de qualité. L'entreprise aurait probablement été beaucoup plus rentable et d'ailleurs beaucoup plus intéressante si elle avait continué à se focus sur son segment historique, donc le core banking. Et d'ailleurs, si on regarde le cours de bourse de Fiserv, avant son acquisition, elle avait un cours de bourse vraiment magnifique. Si on regarde, on va s'arrêter fin 2018 ici. Regardez, alors entre 2000 et 2011, on n'a pas eu de croissance, mais si on se met sur la décennie 2010-2019, voilà ici, donc avant l'acquisition, regardez cette croissance absolument magnifique du cours de bourse. On avait un CAGR de 27% par an avec une linéarité de 0,96. Alors certes, la croissance du chiffre d'affaires était pas aussi fulgurante que ce qu'on pouvait avoir ces 5 dernières années, mais il n'empêche qu'elle était stable, qu'elle était pépère. Les marges étaient tranquillement en augmentation. Pareil, si on regarde la décennie 2010-2020,
2020, on avait des marges qui s'amélioraient lentement mais sûrement. Et en fait, j'ai vraiment l'impression que cette acquisition de First Data Corp a peut-être fait beaucoup de mal en fait au business model de Fiserv, puisque ça a dilué ses investissements, ça a dilué sa concentration. Elle n'est plus concentrée sur son segment core banking peut-être comme elle devrait l'être. Elle dilue ses efforts et elle va peut-être perdre en fait dans les deux terrains, puisqu'elle a une décroissance sur son segment core banking, elle a une croissance qui ralentit sur le segment merchant solutions, et je pense que ça a été probablement une erreur stratégique que de faire cette acquisition là. Et c'est d'ailleurs un cas typique d'entreprise mature, presque mourante, qui essaye tant bien que mal de renouer avec de la croissance par de la croissance externe en faisant ce qu'on appelle de la diversification, donc c'est-à-dire en faisant de la diversification contre-productive qui va diluer l'avantage compétitif et le business model au lieu de l'améliorer et de le consolider. Et dans cette optique, si Fiserv n'avait pas fait cette acquisition de First Data Corp, elle aurait pu continuer ses rachats d'actions, elle aurait pu peut-être verser un dividende, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et devenir une vache à lait pépère comme l'est aujourd'hui Jack Henry & Associates, mais elle n'a pas choisi cette direction. Au lieu de ça, le management a voulu gonfler artificiellement les chiffres, il a voulu prioriser la croissance court terme au détriment des actionnaires et de la pérennité de la société à long terme. Donc la question à se poser, c'est est-ce que c'est une bonne affaire aujourd'hui? Je dirais oui si vous êtes un investisseur purement value qui veulent miser sur une sous-valorisation extrême et un retournement, en rappelant bien sûr que ce n'est pas un conseil en investissement, mais je dirais non pour un investisseur quality qui veut acheter les meilleures entreprises à long terme dans le cadre d'un portefeuille concentré avec peu de rotation. Et personnellement, je décide de passer mon chemin sur Fiserv tout simplement puisque cette stratégie ne m'intéresse pas. Mon portefeuille est déjà très qualitatif et Fiserv ferait tâche aujourd'hui dans mon portefeuille. Je n'ai ni l'envie ni la patience de suivre ce dossier de près et surtout je n'ai pas envie de me compliquer la vie à vouloir décider quand vendre l'action si elle vient à se redresser, parce que quand bien même je prendrais un pari aujourd'hui sur Fiserv, ce n'est pas du tout une action que je veux garder dans mon portefeuille à horizon 10, 15, 20 ans. Je préfère largement, si on prend ce qui est comparable, du Visa, du Mastercard dans le segment des payment services plutôt que du Fiserv, même largement. Donc ce n'est ni mon style ni ma philosophie d'investissement, et du coup j'ai fait un petit rappel de ma philosophie d'investissement ici, qui est donc de choisir les meilleures entreprises possibles, de les analyser en profondeur, de les acheter à un prix raisonnable et de les garder le plus longtemps possible en portefeuille pour bénéficier de la puissance des intérêts composés. Donc Fiserv malheureusement ne rentre pas dans cette case, ne rentre pas dans ma thèse d'investissement, donc je passe mon chemin. Avant de terminer, si vous n'avez toujours pas de compte chez Interactive Broker, vous retrouverez le lien pour ouvrir un compte titre ou un PEA en description. C'est pour ma part le courtier que j'utilise pour absolument tous mes comptes, c'est vraiment la référence, je vous le recommande chaudement. Ensuite, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne IQ Invest si ce n'est toujours pas fait, et également au podcast Focus Fondamental sur YouTube et les principales plateformes de podcast. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu sous la vidéo, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Fiserv. Est-ce que vous prenez le pari? Est-ce que vous achetez Fiserv? Est-ce que vous l'achetez maintenant en vue d'un redressement ou pas? Ou est-ce que vous passez votre chemin comme moi? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!